BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H avec notre invitée. Elle est d'origine iranienne, elle est américaine et elle porte en France l'un des plus grands projets, en l'occurrence le plus grand campus au monde pour les startups. Roxane Varza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous êtes directrice de la station F. Bon, on connaît pas la station F, il faut s'y habituer parce qu'en fait c'est le nouveau nom de la halle Freycinet, donc ce grand hall de fret ferroviaire dans le 13e arrondissement, grand campus qu'a voulu Xavier Niel, qui veut créer tout un écosystème. Il a créé déjà l'école 42 et puis donc cette station F, elle commence à s'amorcer. Les travaux sont faits par Jean-Michel Villemotte, l'architecte. Et hier, vous avez donné un peu le top départ, même si l'ouverture officielle sera, je crois, en avril 2017. Roxane Varza, comment est-ce que vous avez atterri là, d'abord? Ça fait quelques années maintenant que je connais Xavier. Et quand il a commencé à réfléchir sur le projet, il m'a contacté. J'ai donné quelques petites idées. Et de fil en aiguille, il m'a proposé de prendre la direction de ce projet. Et vous avez créé une start-up, vous, ou pas? Pas encore. J'ai créé plein d'autres projets, mais pas encore une start-up. Oui. Et vous avez créé quoi comme autre projet? J'ai monté un réseau pour soutenir les femmes non numériques. J'ai monté plusieurs conférences. J'ai monté un média, mais pas de véritable start-up. Alors, station F, j'ai envie de dire, station F, pourquoi? D'accord, c'est le ferroviaire, c'est juste à côté des lignes de train de la gare de service, mais pourquoi station F? Ça fait un peu station essence, expliquez-nous. Donc station F, en fait, c'était important pour nous à la base d'avoir un nom qui était prononçable pour les étrangers. On vise, c'est Station F à l'américaine. On voulait vraiment avoir un nom qui était international, comme le projet sera aussi assez international. Donc station, ça rappelle un peu le lieu. Station, gare de fret, qui était l'usage d'origine de l'endroit. Et puis F pour France, Freycinet, fondateur. On laissait un peu la porte ouverte. Free accessoirement. Pourquoi pas, mais Free n'est pas impliqué aujourd'hui dans le projet. Mais justement, on laissait un peu l'audience ou les gens imaginer ce qu'ils voulaient avec le F. Ça a une ambition énorme, parce que ça se veut le plus grand campus au monde de start-up avec des financiers. On va rentrer dans le détail. Ma question est, vous avez peut-être vu qu'en France, il se passe beaucoup de choses sur le plan politique avec le président de la République qui a annoncé donc qu'il ne se prononcerait pas, qu'il ne se représenterait pas. Donc c'est quand même une première dans l'histoire de la Ve République. Le Premier ministre qui devient un candidat à la primaire, changement de gouvernement aujourd'hui, en tous les cas de Premier ministre. On va avoir une année quand même assez bousculée sur le plan politique. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut peut-être un peu faire peur, notamment aux startups et aux gens qui ont envie de venir dans ce plus grand campus au monde de startups? En tous les cas, telle est l'ambition. Vous savez, je pense que en effet, le climat politique en France n'est pas très calme en ce moment, mais c'est pas forcément, c'est pas uniquement le cas en France. Je pense qu'avec le Brexit, on a vu un peu la même chose à Londres, avec le nouveau président américain, on voit la même chose aux États-Unis. Donc moi, je reste assez optimiste en fait par rapport à ce qui peut se passer en France, et je pense aussi avec ce projet, on commence à avoir vraiment beaucoup d'attention qui est donnée à la France, à notre écosystème. Donc pour le moment, ça me fait pas peur. Non. Et l'écosystème, est-ce qu'il marche bien, la French Tech? Est-ce que ça fonctionne? Tout le monde revendique justement, que ça soit Emmanuel Macron, Fleur Pellerin, Axel Lemaire, tout le monde revendique la French Tech. Mais pour vous, qui êtes un peu en dehors du système malgré tout, est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est quelque chose qui fonctionne? Moi, je pense que la French Tech a aidé énormément notre écosystème. Je pense que justement ça a donné une visibilité à ce qui se passe en France. Je pense pas que de la visibilité non plus, c'est pas que du marketing, il y a aussi vraiment des vrais moyens qui sont mis derrière la French Tech. Plein de services qui lancent, ils ont fait des super projets pour faire venir des talents étrangers en France pour monter des startups également. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, comme vous imaginez. Donc je pense en effet que c'est quelque chose qui marche et qui a vraiment fait avancer notre écosystème. Il y a des startups étrangères qui s'installent en France, vraiment? Oui, oui. Je pense que malgré la fiscalité, le droit du travail, non, je sais pas, parce qu'on n'arrête pas de nous dire rien ne va en France, donc. Bien sûr, il y a même des startups françaises qui commencent vraiment à bien décoller, malgré tout ce qu'on dit à propos de la France. Les startups se rendent même pas compte parfois qu'il y a vraiment ces contraintes. Donc, le French Tech Ticket a fait venir plus de 50 startups fondées par des étrangers, et ces personnes ont envie de rester et créer leurs entreprises en France.
Roxane Varza, donc c'est un campus quand même gigantesque, 34 000 mètres carrés, donc encore une fois dans le 13e arrondissement de Paris. En fait, le top départ, il a été donné hier. Vous avez présenté cette station F, et surtout vous commencez à faire l'appel aux candidatures. Racontez-nous un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui sont intéressés peut-être par être candidats pour votre projet. Donc hier, en fait, on a fait un peu 2 annonces. On a annoncé d'abord les premiers membres qu'on va pouvoir retrouver sur place. Donc forcément, le bâtiment est très important pour nous, mais encore plus important, c'est les membres et le véritable écosystème qu'on est en train de créer sur place. Donc on a annoncé que Vent Privé va lancer son premier programme startup dans la zone startup. Oui. On a également 3 fonds d'investissement qu'on va héberger sur place. Donc on a le nouveau fonds de Maria Clan Daphne. Oui, qui est venu ici même et puis qui était notre invité dans Qui êtes-vous, absolument. Oui, donc ils seront sur place avec Ventech, également un fonds un peu plus ancien, mais qui a fait plus de 500 millions d'euros investis dans plus de 150 startups. Donc c'est pas un tout petit acteur. Et aussi le fonds de Xavier Kima Venture, qui fait plus de 100 investissements par an, qui est présent dans 28 pays. Donc c'est quelques acteurs qu'on a lancés. On a aussi HEC qui déménage son incubateur à l'intérieur de notre espace. Et on a le Fab Lab qui sera géré par TechShop, une marque américaine. Et enfin Facebook qui aura également une présence, mais on ne peut pas détailler pour le moment ce qu'ils vont faire sur place. Donc ça, c'est les premiers acteurs qu'on a annoncés. Et puis pour les startups, donc eux, ils vont être physiquement basés chez vous. Et pourquoi faire alors? Facebook, malheureusement, ils ne souhaitent pas communiquer encore, mais tous les autres, ils font beaucoup d'accompagnements différents, que ce soit des investisseurs qui mettent de l'argent dans les startups ou Vent Privé qui fait un véritable programme dans le fashion tech. C'est un premier mondial pour cette entreprise. Donc je pense qu'il y aura également d'autres programmes qu'on va annoncer par la suite. On a une zone startup avec 3000 postes de travail qui va héberger plus de 10 programmes pour les startups. Ouais. Alors ces programmes, quelqu'un vous écoute, qui a envie de monter sa boîte, elle fait quoi? Elle va sur un site, elle vous envoie à roxanevarza.com. Que fait-elle? Donc on a annoncé notre programme, le Founders Programme, pour les jeunes startups en amorçage. Donc les startups qui sont intéressées pour postuler, pour aller sur stationf.co. Oui. Pour postuler. Donc les candidatures vont être ouvertes pendant 2 mois jusqu'au 5 février et c'est un formulaire à remplir pour commencer la procédure. Et alors justement, après, comment se fait la sélection, l'écrémage? J'imagine que même si vous avez beaucoup d'ambition, il faut sélectionner les projets. Alors vous me direz, vous avez des Marie Clan et d'autres qui vont sélectionner, mais je pense que c'est un processus extrêmement long. On a une réponse en combien de temps? Et puis après, comment ça va se passer? Ils vont travailler sur place, ils vont avoir, je sais pas, un petit bureau avec 3 sièges. Voilà. Donc racontez-nous. Pour la sélection, en fait, on a créé un réseau de plus de 100 entrepreneurs à travers le monde. C'est des entrepreneurs avec un certain niveau d'expérience, et eux, ils vont nous aider à faire la sélection pour les startups. On cherche des startups qui sont très ambitieuses, et ensuite les startups qui viennent sur place dans ce programme, parce qu'il y en a d'autres. Ils ont un poste fixe où ils peuvent rester 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est très très flexible. C'est un poste qui coûte 195 € par mois, donc c'est un prix très très abordable pour les jeunes startups. Et on a quoi avec ça? On a un bureau, internet, téléphone, on a forcément ces éléments-là. C'est très basique, mais on va un peu plus loin que ça. On a créé un programme qui est basé sur le constat que 90% des problèmes des startups peuvent être résolus par d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs. Donc on a plein de ressources qui sont que conseillées et recommandées par d'autres startups qu'on va mettre à disposition de ces entrepreneurs. Par exemple, c'est un conseiller financier, c'est un conseiller... Ça peut être plein des différents experts, plein des différents outils, mais c'est que des choses qui sont recommandées et conseillées par les autres entrepreneurs. On voulait pas les choses qu'on peut retrouver partout juste parce qu'il faut les avoir. On voulait vraiment que d'autres startups les conseillent fortement pour les avoir sur place. Ça va faire énormément de monde, en fait, non? Au total. En effet. Si jamais le système marche à plein, ça fait un écosystème de combien de personnes? On estime plus de 1000 startups juste sur un tiers du bâtiment. Donc nous, on peut accueillir, je pense, entre 5000 et 9000 personnes sur l'ensemble du site, voire plus dans le réseau qu'on est en train de créer. Oui, donc c'est une énorme PME que vous allez avoir à gérer, Roxane Varza, non? En effet. Oui. Vous avez déjà géré ça, ou vous me direz, vous aussi, vous aurez vos conseillers, Xavier Niel, etc. Ah oui. Enfin, qui sont plus des développeurs peut-être que des gestionnaires en l'occurrence. Ouais, non, je suis assez bien entourée avec l'équipe qu'on a montée. Et alors après, je crée mon entreprise, start-up, je suis pris, on me finance, on me conseille. Et à partir de quand je dois quitter la station F pour justement prendre mon envol?
Justement, on voulait que ça soit très flexible parce qu'aujourd'hui, une start-up, parfois, elle a envie de rester 1 mois, parfois, elle a envie de rester 2 ans. Ce qu'on fait, c'est on garde le même tarif pendant 1 an. À partir de 2e année, le prix augmente. Et si les start-up souhaitent rester, elles peuvent rester, mais avec un prix un peu plus élevé. D'accord, ok. Donc, je vais monter en puissance financière. Au total, je crois qu'il y a 1000 start-up. Combien de françaises, combien d'étrangères? Moi, je vise un maximum de start-up étrangères. Donc, j'espère qu'on aura à avoir plus. Pourquoi? Au détriment des Français? Du tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'écrire un écosystème qui est vraiment très très attractif dans le monde. Et je pense que avoir beaucoup d'étrangers sur place, ça va aider nos startups françaises également à se développer dans d'autres pays, à créer des réseaux où aujourd'hui on n'en a pas. Donc je pense que c'est nécessaire de s'entourer aussi avec d'autres profils. Et Paris, est-ce que c'est une ville? On voit le classement du forum de Davos, du World Economic Forum, qui montre que Paris est en 12e position en capitale high-tech. On est quand même assez loin des autres, notamment de Berlin, de Londres. Vous-même, vous avez habité. Ça va booster le classement parisien? Oui, moi je pense que ça va booster forcément. Après, il y a des classements qui montrent parfois qu'on est en tête, parfois des classements qui montrent qu'on est assez loin. Donc je pense qu'il faut vraiment, il faut bien comprendre comment les classements sont faits. Il y a d'autres chiffres, par exemple, qui montrent que juste dans le mois de novembre, les startups françaises ont levé plus de 300 millions d'euros sur 1 mois. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées en France. Donc je pense qu'il faut aussi regarder, creuser un petit peu parfois les détails. Et comment vous allez faire, vous, je le disais, vous êtes américaine, enfin, et d'origine iranienne. Comment est-ce que vous allez faire pour convaincre les startups de venir à la station F, les meilleurs projets, parce que si vous avez que les projets le 3e ou 4e choix, c'est pas ça peut pas marcher. De pas aller dans la Silicon Valley, de pas aller à New York et de pas aller à Berlin, mais de venir à Paris. Est-ce que c'est vous-même, vous faites des démarches, vous allez faire de la diplomatie économique? Je pense à ça parce que Laurent Fabius était notre invité hier. C'est quelque chose qui est un peu déjà en train de se faire. Je vois depuis quelques années que les startups sont de moins en moins attirées par la Silicon Valley. Trop cher. Pas forcément, ça commence à être trop cher. Je vois même des Français expatriés là-bas qui commencent à rentrer en France, qui disent il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. On voit une qualité de start-up, on entend des histoires de start-up qui lèvent de l'argent, des sommes astronomiques avec des investisseurs très très connus. Donc je pense que ça fait rêver pas mal de gens, y compris des gens à Londres, à Berlin, un peu partout dans le monde. Et on a reçu déjà presque 1000 startups en fait qui nous ont contactés alors qu'on n'avait pas encore lancé les candidatures pour ce projet. Oui, donc il y a une vraie appétence. Qu'est-ce qui assume les risques en cas d'échec de startup? Parce qu'évidemment, c'est quoi, il y a combien de startups, le taux de défaillance des startups? C'est plus que la moitié, souvent les chiffres qu'on nous cite. Souvent, c'est malheureusement ça fait partie du jeu. Ça fait. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui lancent les projets en sachant que ça peut peut-être pas marcher, mais qui arrivent aussi à rebondir par la suite avec d'autres pistes. Roxane Varzin, est-ce que l'image qu'a la France, l'écosystème, vous disiez ça marche, c'est bien, ça fait donc en France il y a un mouvement, il se passe des choses, mais il y a toujours cette question de la fiscalité, l'instabilité fiscale aussi, et puis la question des droits de travail, le fait d'employer des gens, c'est compliqué, etc. Enfin cette image, qui est un peu plus qu'une image, qui est quand même une réalité. Vous faites comment pour les convaincre de dire mais non, en France on peut très bien échapper à ça? Je pense en fait qu'il y a une partie qui est aussi juste l'image, le fait d'en parler, de dire c'est impossible de recruter, on entend des histoires, mais c'est très anecdotique. J'ai presque pas entendu de start-up qui avaient vraiment des difficultés avec des différents contrats de droit de travail et tout ça. Et fiscalité, pareil. En fait, on échangeait tout à l'heure avec quelques start-up, des start-up très connues en France sur Twitter, et j'ai dit je connais pas de start-up qui a des problèmes avec ça. Et ils m'ont confirmé en effet non. Donc oui, en effet, on peut toujours mieux faire en France. Mais je pense aussi il faut garder en tête que aux États-Unis, on a aussi des impôts assez élevés parfois, et c'est pas des choses qu'on imagine. Il y a un système de protection qui coûte très cher, des écoles qui coûtent très cher, et puis dans la Silicon Valley, tout est devenu très cher, au point que ça est en train de prendre des proportions très importantes pour la population qui ne travaille pas forcément chez Apple ou chez Facebook. Tiens, il y a toute cette polémique là, très très franco-française aussi, autour de la Humphrey Ciné, donc cet énorme écosystème, encore une fois, la création d'une rue Steve Jobs. Vous avez une position, donc fondateur d'Apple, tout le monde avait trouvé ça formidable, et puis les élus du 13e arrondissement qui disent non, Apple, c'est la sous-traitance en Chine, en Inde, etc. Votre position par rapport à ça? J'ai échangé un petit peu avec les personnes qui ont proposé justement le nom de Steve Jobs, et je pense que l'objectif c'était vraiment de reconnaître l'entrepreneur. C'est pas de reconnaître forcément tout ce
qui est lié à Apple. Et en effet, je pense qu'il y a des choses que peut-être on n'a pas envie de lier avec Steve Jobs, mais qui le sont malheureusement. Mais je pense que l'objectif, c'était vraiment de reconnaître un entrepreneur incroyable. Et je sais qu'ils sont en train de regarder d'autres pistes pour éventuellement donner d'autres personnes qui ont également contribué à l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est en effet assez intéressant. Est-ce que cette question d'éthique, je veux dire, avant on se posait pas la question de savoir où étaient fabriqués les iPhones, maintenant on se pose la question, on fait plus que se poser la question, il y a même des mouvements assez hostiles. Vous appartenez même pas à la génération Y, mais à la génération Z, ou peut-être qu'on recommence à l'alphabet, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre une importance de plus en plus forte? Est-ce que ça peut faire partie de vos critères de sélection pour les startups? En effet, je pense que les gens commencent à regarder de plus en plus ce sujet. C'est quelque chose qui, il faut qu'on soit hyper conscient de ce qu'on crée, ce qu'on est en train de faire. Dans nos sélections, on reste assez large sur les sujets, sur les secteurs. Mais en effet, s'il y a une partie où on parle de l'entrepreneuriat social, quelque chose qui aide, que ça soit écologique ou humanitaire ou autre, je pense que c'est très important et très intéressant pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu la publication de cette enquête ce matin, l'enquête PISA, qui est réalisée par l'OCDE, qui est une enquête gigantesque, qui est publiée tous les 5 ans, et la France n'a pas alors ne recule pas, mais quand même en position assez difficile, mais elle reste grosso modo dans la moyenne de l'OCDE. Mais en revanche, on voit bien que là où le bas blesse en France, c'est que les inégalités sociales sont très très fortes. C'est-à-dire qu'en fonction d'où vous venez, de votre milieu social, socio-culturel, eh bien vous faites des études plus ou moins bonnes. C'est quelque chose qu'à travers l'école 42, vous essayez de combattre ou pas? C'est un des objectifs, vous pensez? L'école 42 a une activité qui est pas forcément liée avec Station F, mais c'est l'écosystème de Xavier Niel quand même. C'est le même personnage qui porte l'ensemble. Forcément, mais je pense que le modèle qu'il a essayé de mettre en place avec 42 a essayé justement de casser un peu ses codes. C'est une école qui est complètement gratuite, où il n'y a pas on regarde pas ce qu'on a fait avant. Il y a juste entre guillemets un examen. C'est pas un véritable examen, c'est un hackathon pour voir comment on réfléchit, comment on travaille pour rentrer. Très dur, je crois pas. C'est en effet très dur. Ceux qui l'ont fait, j'en connais beaucoup, j'en connais 2 ou 3 qui sont même pas arrivés au bout tellement ils trouvaient ça dur. Mais en fait, les gens qui réussissent sont vraiment brillants. Donc je pense ça laisse la place aux gens qui savent bien faire pour donner une chance aux personnes qui n'auraient pas eu d'autres possibilités sinon. Quel est pour vous le profil d'un entrepreneur? Est-ce que justement il faut par exemple qu'ils sortent des meilleures écoles françaises? Je parle pour les Français. C'est la même chose aussi pour un Anglais. Est-ce qu'il faut qu'il sortir comme vous de la London School of Economics ou la London Business School? Est-ce qu'il doit sortir des meilleures universités américaines ou pas du tout? Mais me dites pas du tout parce que je vous croirais pas. Malheureusement, je pense que les tendances qu'on voit, c'est quand même aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs sont issus des bonnes écoles. Oui, bien sûr, toujours. On fait des études. Il y a plein de programmes aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est un nouveau mouvement qu'on commence à voir pour sensibiliser des gens des autres milieux à l'entrepreneuriat, les possibilités, parce que on dit qu'un entrepreneur peut venir de n'importe où avec n'importe quoi comme parcours, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Donc aujourd'hui, je pense qu'on voit peu d'entrepreneurs avec des parcours un peu différents, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien encourager. Est-ce que vous pouvez mettre des quotas, par exemple en fonction justement des milieux sociaux, des origines ethniques, ou éventuellement aussi un quota sur les femmes, puisqu'on sait que c'est un milieu extrêmement machisme. Est-ce que vous y seriez favorable? Je pense que nous, aujourd'hui, on n'a pas de quota, mais on travaille pour attirer plein de différents profils. La diversité, c'est vraiment ça qui crée l'innovation. Donc, on regarde vraiment tous les différents profils. Forcément, on regarde des femmes, on regarde plein de profils internationaux, on regarde aussi les différents milieux sociaux. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup, mais on n'a pas de quota en place à ce stade. Vous êtes une femme, ça c'est formidable. Roxane Varza, surtout pour défendre ce beau projet. Mais cela dit, sur les 1000 startups, je crois que vous avez déjà reçu, alors que les candidatures sont ouvertes depuis hier. Il y a combien de femmes? J'ai pas regardé les candidatures depuis hier en termes de nombre de femmes, d'où viennent les différentes startups, mais on a reçu plus de 100 startups déjà qui ont candidaté dans la première heure. Donc j'espère qu'il y en aura des femmes et aussi des profils assez variés. Comment vous expliquez, vous qui êtes issu de là, qui avez travaillé aux États-Unis justement là-dedans, que les femmes soient si exclues? C'est dû aux femmes ou alors c'est un système très masculin qui rejette? C'est quelque chose qui est en train de changer, mais je pense que c'est aussi parce que
c'est pas un sujet qu'on encourage chez les femmes. Quand j'étais, avant d'être chez Station F, je travaillais chez Microsoft et on avait un projet où on accueillait des jeunes filles de 12-13 ans pour les sensibiliser aux métiers dans la technologie. Et les filles pensaient que travailler dans la tech, c'était d'être scotché devant un ordinateur toute la journée. Ils savaient pas que ça peut être plein de différents métiers. C'est un métier très très créatif parfois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler depuis l'école. Juste, il nous reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Je voudrais vous parler d'Iran parce que je crois que vous êtes donc d'origine iranienne. Je le disais, vous avez de la famille qui est là-bas. On voit que les réseaux sociaux ont un rôle très important, notamment justement pour ouvrir la société iranienne et dépasser un peu tous les obstacles qui existent. C'est vrai que les Iraniennes ou les Iraniens sont très branchés. Très très connectés. Ouais. C'est impressionnant. Et même s'il y a quelques différents sites et outils qui sont bloqués, on trouve toujours une solution pour avoir l'accès. Ouais. C'est dangereux d'utiliser les réseaux sociaux là-bas ? Je pense que ça dépend de l'activité, ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui créent leur entreprise? Ça existe ou c'est un mouvement? Est-ce que vous pourriez avoir, je ne sais pas moi, des start-upers iraniens ou iraniennes qui viendraient dans la station F? Oui, en fait, il y a un mouvement de start-up là-bas qui est en train de décoller. Ça me rappelle beaucoup la France il y a quelques années. Donc, et eux, ils ont beaucoup plus de freins qu'on imagine. C'est des freins qui sont assez différents de ce qu'on voit en France. C'est un pays qui a été presque complètement déconnecté des différents liens avec les autres pays, donc assez compliqué pour innover dans un monde très connecté. Mais nous, on aimerait bien avoir quelques startups iraniennes qui se déplacent. Je vois il y a beaucoup d'intérêt. Les Iraniens sont très très francophiles, donc je pense que si on pourrait accueillir des startups iraniennes, moi je serais ravie. Ouais, toute dernière question peut-être évidente, mais que j'ai oublié de la poser. C'est vos concurrents sont qui en fait? Concurrents de la station F, où sont-ils? Station F, on fait plein de différentes choses, donc peut-être on a des concurrences dans tous les sens, ou peut-être on n'en a pas. Moi, je vois, il y a beaucoup d'autres sites très très de taille importante, mais qui regroupent peut-être pas le même type d'écosystème. Mais je pense, quand j'ai commencé ce projet, je suis allée voir plein de différents acteurs. Je suis allée voir The Factory, par exemple, à Berlin. C'est un site de 15 000 m². Je suis allée voir Google Campus à Londres. C'est un bâtiment qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit chez Numa dans le Sentier. Donc, il y en a, mais c'est pas exactement le même modèle. Et puis pas de cette ampleur, hein, peut-être. Non. Merci beaucoup, Roxane Varza. Donc rendez-vous avril 2017 pour l'ouverture. Vous viendrez nous voir. Et puis en tout cas, on va suivre cet écosystème parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette RH. On se retrouve ce soir, bien sûr, 18h30, 19h avec Geoffroy Roux-Bézieux, vice-président du MEDEF, avec les négos qui normalement ont repris aujourd'hui. On verra ça. À ce soir.